Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Mieux exploiter les données pour automatiser plus de tâches, c'est l'une des applications possibles de l'intelligence artificielle pour les fonctions finance. De nombreuses questions et de nombreux défis se posent alors pour les équipes qui les utilisent. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Pinault, manager AI for Finance au sein de EY Consulting. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ainsi que Pierre Torres, contrôleur chez IBM France. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour présenter le sujet, est-ce que vous pourriez nous dire à quels défis sont confrontées les équipes financières aujourd'hui? Bien sûr. Alors, les directions financières sont sous pression depuis plusieurs années maintenant. Ça s'explique bien sûr par un contexte économique difficile qu'on connaît tous, un contexte réglementaire qui s'est durci avec l'arrivée de la CSRD et la facturation électronique qui arrivera en septembre 2026, mais aussi, et c'est commun à toute l'entreprise, une accélération de l'innovation sans précédent portée par l'intelligence artificielle. Alors ça se matérialise dans les directions financières par des défis très concrets. Si j'en retiens trois, je vais parler du pilotage de la performance, avec une nécessité d'accélérer les cycles de décision et d'utiliser pleinement le potentiel de la donnée, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise. On peut parler également de l'optimisation des processus opérationnels. Ça, c'est pas nouveau, les entreprises y travaillent déjà, mais avec l'IA, le champ des possibles s'est ouvert. Et je précise que je ne parle pas seulement des métiers de comptabilité, mais bien de tous les métiers de la finance. Et le dernier défi, je vais parler des ressources humaines. J'entends par là la gestion et l'attractivité des talents. Aujourd'hui, la fonction finance recherche des profils hybrides, qui maîtrisent la finance bien sûr, mais qui sont aussi très à l'aise avec la technologie, qui est omniprésente dans nos métiers. Oui, effectivement, pour compléter, je pense c'est intéressant de voir qu'on a deux grands piliers. On a d'un côté un contexte et une grande incertitude aujourd'hui, que ce soit le contexte géopolitique et économique qui fait que effectivement les décisions ont besoin d'être prises sous un angle très financier avec beaucoup d'anticipation. Et de l'autre côté, on a par nature une fonction finance qui est par nature, par essence, basée sur la donnée. Et donc aujourd'hui, avec les technologies, on peut vraiment exploiter au maximum ces données. Et la question, c'est comment on fait en sorte que ces deux éléments et que l'utilisation de la donnée permettent de mieux faire face à ce contexte d'incertitude et comment ce monde incertain et cet historique qu'on se crée avec l'utilisation de la donnée peut alimenter des algorithmes, peut alimenter l'intelligence artificielle et être vraiment une aide à la décision. Et c'est en ça que c'est assez intéressant et c'est ça qui est aujourd'hui un des défis de l'ensemble des directions financières. Comment j'utilise au mieux les données disponibles pour faire face à un monde très incertain et à un contexte économique complexe. Alors justement, vous nous parlez du comment, de façon plus spécifique. Quel est l'apport de l'IA pour les entreprises? Comment celles-ci s'en servent-elles pour les fonctions que vous avez évoquées? Bien sûr. Pour comprendre cet apport, je pense que c'est intéressant de prendre un pas de recul et de se rappeler que l'intelligence artificielle est une technologie polyvalente. Ce n'est pas un bloc monolithique, c'est un ensemble de techniques qui a notamment donné naissance à trois formes d'IA, d'intelligence artificielle. On trouve l'IA traditionnelle, qu'on appelle également l'IA prédictive, comme son nom l'indique, et elle est douée pour les prédictions, pour l'analyse, et elle sert notamment les équipes FP&A. On a l'IA générative qui est sur le devant de la scène depuis novembre 2022 et l'arrivée de ChatGPT. Bien sûr, vous le savez, elle permet de générer du contenu original, que ce soit du texte, de la vidéo, du son. Et on a plus récemment l'arrivée de l'IA agentique qui se spécialise en quelque sorte dans l'automatisation, car elle est en mesure d'effectuer des tâches et d'utiliser des outils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment l'alliance de ces trois techniques, de ces trois technologies, qui permet de répondre aux besoins de la direction financière qu'on a mentionné précédemment. Ça permet bien sûr d'accélérer et d'améliorer les prises de décision. Ça libère les équipes des tâches à faible valeur ajoutée et c'est aussi un vrai facteur d'attractivité pour les jeunes talents. Ouais, ce qui est intéressant aussi quand on prend un petit peu de recul, c'est justement qu'on a ces trois types d'intelligence artificielle qui peuvent aider à gagner, à libérer du temps, à se focaliser sur plus de valeur ajoutée, etc. Mais ça force aussi les directions financières, l'ensemble des financiers, l'ensemble des collaborateurs, à justement prendre du recul et à repenser un petit peu la façon de travailler. C'est pas uniquement un outil qui va venir aider, c'est quelque chose qui nous force à repenser globalement la façon de travailler, à repenser les services qui sont délivrés par les directions financières, à redesigner un certain nombre de processus. Et donc forcément, ça vient un peu, plus ou moins, en fonction des entreprises, en fonction de la culture, en fonction des sujets, mais oui,
chambouler la façon de travailler aujourd'hui. Et de façon un petit peu plus spécifique, vous nous disiez, il y a certains usages, certains processus à repenser, parfois même certains sont chamboulés. Alors, au quotidien, dans les processus, comment ces processus sont-ils impactés? Comment ça se passe? On a un certain nombre en tout cas pour parler de l'expérience chez IBM, il y a une transformation profonde qui a été lancée il y a maintenant près d'1 an et demi, presque, oui 2 ans, pour redesigner un certain nombre de processus et tout ça s'est opéré sous un slogan, un mantra qui était, «Éliminer, simplifier, automatiser» et se lancer dans un certain nombre de pilotes pour tester un petit peu, comment utiliser l'intelligence artificielle sur de la lecture de contrats, sur de l'optimisation de gestion de trésorerie et cetera et tout ça se fait, pour justement vraiment tester, Mmh. avant de valider. Ça veut dire et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi changer un petit peu l'état d'esprit, changer un petit peu la façon d'aborder les choses pour voir quels sont les gains, quelles sont les choses qui peuvent être apportées par l'intelligence artificielle. Emmanuel a peut-être d'autres exemples sur des Bien sûr. clients plus larges. Bien sûr, donc tu le disais, il y a une forte disparité, dans l'adoption, mais surtout dans la maturité et chez les entreprises, que je vais qualifier de championnes, qui sont les plus avancées, on observe une large variété de typologies de cas d'usage et si on essaye de les regrouper, on a, bien sûr l'automatisation, l'augmentation des processus, celui-là est évident. On a, on l'a déjà mentionné, l'analyse prédictive et prescriptive pour le controlling, le FP&A. On a tout ce qui est reporting, avec enfin le reporting customisé, le reporting self-service dont on parle depuis des années. On a aussi une typologie de cas d'usage qui va aider à diminuer les risques, à s'assurer de la mise en conformité. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et enfin, la dernière, c'est commun à toute l'entreprise, mais ça apporte de la valeur également pour la finance, c'est l'extraction de connaissances et d'informations. Je pense par exemple à un chatbot qui serait nourri aux normes et procédures comptables d'une entreprise, qui aurait également des guides, accès à des guides utilisateurs sur les différents systèmes d'information. Et on l'a vu chez un client récent qui accompagne les centres de services partagés dans leur clôture mensuelle. Mmh. Alors, toutes ces évolutions technologiques que vous avez détaillées, il y a donc, quand on parle de transition, il y a le volet technique, on va dire, mais il y a forcément le volet humain. Pour les collaborateurs, pour les équipes, se posent donc de nouveaux défis, se posent de nouvelles questions. Quels sont ces défis, pour les équipes? Je pense effectivement, c'est un point très important. On peut tous se poser la question et on le vit même un petit peu au quotidien. Mmh. C'est dans quelle mesure l'intelligence artificielle vient bouleverser nos habitudes et plus spécifiquement quand on parle de la finance, il y a toujours un petit peu ce fond d'inquiétude de se dire est-ce que l'intelligence artificielle va faire le boulot à ma place? Comment je fais pour rester et apporter plus de valeur, etc. Et c'est une question qui est tout à fait légitime. Et je pense que l'élément clé, c'est de se dire plutôt que effectivement vivre dans cette inquiétude, Mmh. c'est comment et avoir un petit peu peur de la technologie, peur que la technologie prenne ma place et comment je fais en sorte de mettre les mains dans la technologie pour mieux l'utiliser et pour modifier un petit peu ma façon de travailler et que j'apporte plus de valeur ajoutée. C'est un état d'esprit, mais c'est effectivement un changement très significatif. Donc ça nécessite pas mal d'accompagnement pour pouvoir effectivement rentrer et accompagner les collaborateurs dans cette transformation. Mmh. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose, Emmanuel, à ça? Non, non, pas particulièrement. Je vais juste appuyer l'importance de cette conduite du changement, de cet accompagnement. Et peut-être que tu pourras préciser ce que vous avez fait chez IBM, mais déjà, c'est commun à toutes les transformations. C'est quelque chose d'important, c'est une certitude, mais je pense que ça l'est encore plus pour les projets d'intelligence artificielle. Déjà, tu l'as mentionné, c'est un vrai changement culturel. Et ça se provoque. Ça doit venir d'un accompagnement. Également, tu le disais, c'est pas une technologie anodine. On en parle tous les jours dans les médias. Elle est entourée de beaucoup de croyances. C'est une technologie qui peut faire peur. Et pour Il y a ça, beaucoup de faut fantasmes autour, exactement. oui, Il faut démystifier. Mmh. Et ça passe encore une fois par la conduite du changement. Et le troisième point, je pense que c'est nécessaire de le rappeler, c'est une technologie qui peut faire des erreurs, qui peut manquer de fiabilité. C'est pas la seule, bien sûr, mais elle a la particularité de ne pas forcément vous le dire lorsqu'elle fait une erreur. Mmh. Sur votre ERP, vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas prévu par le système, vous aurez un message d'erreur. Ouais. Avec l'intelligence artificielle, c'est différent. Alors, je ne pense pas que ça soit un problème en soi. Et la solution à ça, c'est la formation. C'est de former les équipes pour qu'elles prennent conscience des capacités de l'IA, mais aussi de ses limites, aussi et surtout de ses limites. Mmh. Et c'est le meilleur moyen
que j'ai pu voir pour parer à ce souci. Vous avez mentionné tous les deux un pilier qui est très important. Vous avez parlé de conduite du changement. Pierre, là, je me tourne vers vous. Dans les projets d'IA que vous avez menés chez IBM, j'imagine que cette conduite du changement était capitale. Comment est-ce que vous avez procédé? Oui, alors, à l'origine, effectivement, chez IBM, la décision a été prise vraiment donc, au niveau de la corporation début 2023, partant d'un point qui était de dire, nous sommes une entreprise qui est native dans la technologie, nous baignons dedans, donc nous devons être notre premier client, nous devons être le client zéro. Donc il y a une initiative très globale qui a été lancée pour lancer cette transformation profonde. Ça, c'est un mouvement général. Après, justement, pour accompagner, ce qu'on disait là, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas une solution qui est livrée clé en main et à vous de l'utiliser. C'est quelque chose qui évolue. On le voit bien, même je parlais de ce point de départ de début 2023. Entre aujourd'hui, mi-2025 et début 2023, les choses ont C'est considérablement un voyage que vous avez et- commencé. exactement. Et donc, il y a ce changement de culture dont on parlait qui est important, qui a été pour IBM autour de 4 grands axes. Enfin, déjà, il y a voilà, l'état d'esprit au sens de vouloir vraiment et accepter de challenger le statu Oui. quo systématiquement. Et systématiquement avec un angle intelligence artificielle. J'ai des données, qu'est-ce que je peux en faire? Donc ça veut dire effectivement peut-être parfois faire table rase de la façon dont on travaille aujourd'hui et se dire je repense ma procédure, je repense complètement ma façon de travailler. La deuxième chose, ça a été de la rapidité. C'est accepter d'aller vite. On parlait de pilote, de test, accepter de se tromper, accepter l'imperfection, etc., faire des itérations. La troisième, ça a été d'avoir la mesure. C'est d'essayer de se dire, OK, quand je me lance dans un pilote, est-ce que je suis capable de mesurer réellement la valeur que ça apporte? Pour effectivement parfois faire un choix et se dire, non, ça ne marche pas, Ouais. on met de côté, on arrête. Et le quatrième point qui, à mes yeux, semble essentiel, quand on se lance en tout cas dans un projet un peu plus global, c'est d'avoir ce qu'on appelle le sponsorship, donc vraiment quelque chose qui vient vraiment de la direction, qui n'est pas uniquement une initiative locale, mais qui est impulsée globalement pour qu'un outil qui a été développé soit utilisé de manière générale et pas uniquement de manière locale. Qui puisse être appuyé, défendu. Voilà, Vendu ensuite. Exactement, et que ça puisse ensuite effectivement passer à l'échelle et être utilisé par tout le monde. Ça c'est un premier point, on va dire un peu général sur l'état d'esprit lancé. Et après, on parlait tout à l'heure effectivement de cette petite inquiétude de se dire comment je fais pour mettre les mains dedans, ça paraît compliqué, on peut avoir des réticences en fonction de l'expérience personnelle de chacun. Et ce qui a été lancé chez IBM, c'est premièrement un concours autour de la plateforme d'intelligence artificielle Watsonix, pour pendant une semaine, on ait des équipes vraiment de tous horizons, c'est-à-dire des finances qui travaillent avec des ingénieurs, avec des commerciaux, avec des équipes IT, avec des gens des achats, qui fassent des équipes vraiment pluridisciplinaires et qui testent l'outil avec une idée qui en sort, qui ne sera pas forcément effectivement in fine matérialisée, mais au moins tester, goûter à quoi ça ressemble. Donc ça a été quelque chose qui a été lancé de manière globale, avec des dizaines de milliers de collaborateurs qui testent, et puis après un certain nombre d'initiatives locales aussi pour mettre justement les collaborateurs au cœur de l'utilisation et dire, si on vous dit qu'on a des moyens illimités sur l'intelligence artificielle, quel est le champ d'application que vous pouvez imaginer? Et donc il y a un certain nombre d'idées qui ont été lancées, certaines sont effectivement ont été fait l'objet de pilotes et sont effectivement aujourd'hui passées à l'échelle, mais c'est vraiment une manière d'impliquer tout le monde sans crainte, j'ai envie de dire, pour vraiment utiliser ce levier qu'est l'intelligence artificielle. Bon, déjà, bravo IBM, c'est une belle transformation et c'est une succession de bonnes pratiques. Là, on est dans une transformation à grande échelle, une transformation qui a été assez rapide, vu la taille du groupe. Je dirais que ce n'est pas étonnant, hein, vu le cœur de métier, vu l'histoire d'IBM, son attrait pour l'innovation. Je tiens quand même à préciser qu'il y a aussi des clients qui viennent nous voir, des directeurs financiers qui sont beaucoup plus prudents, qui sont dans une entreprise moins mature, avec une approche très différente vis-à-vis de l'innovation. Et ma recommandation pour ces entreprises-là, c'est de quand même se lancer, bien sûr, et c'est de commencer petit, avec 1 ou 2 cas d'usage, et de les amener jusqu'en production, les amener au bout et d'itérer. Et en parallèle, de commencer à réfléchir à une stratégie IA, un cadre de déploiement, un cadre de gouvernance, quitte à ce que ça évolue par la suite. Et en faisant ça, ça va minimiser les risques, ça va assurer un retour sur investissement plus rapide, et ça permettra surtout d'obtenir l'adhésion des différentes parties prenantes, que ce soit le top management ou le terrain. Donc même si là on est face à une transformation assez exemplaire, il y a d'autres moyens d'y parvenir.
lorsqu'on n'est pas IBM. Bien sûr. Alors, les collaborateurs, jouent, un rôle de premier plan tout au long du processus, puisque quand on met en place de l'intelligence artificielle, c'est aussi avec des promesses qui sont celles de gains de productivité. Vous parliez de, comment dire? D'aller plus vite, voire d'automatiser certaines tâches, Ouais. chronophages. Est-ce que par rapport à ce que vous nous détaillez, par rapport à ce déploiement, est-ce que vous constatez déjà la plus-value, de l'IA au quotidien? Oui, oui, alors après, il faut rester humble et effectivement, tout n'est pas forcément couronné de succès. Ça fait partie, je pense, des étapes absolument indispensables pour tester l'intelligence artificielle. Mais on a effectivement un certain nombre d'éléments qui montrent la valeur apportée. Je pense que historiquement, le monde, enfin, la direction financière était quand même beaucoup dans la chasse à la donnée. Mmh. Comment je vais récupérer de la donnée? Je pense que peut-être 60-70% du temps, en fonction des types de jobs, des profils, etc., était comment je vais chercher la donnée, la bonne donnée au bon endroit, etc. Et il y a un élément fondamental qui est effectivement aujourd'hui, et c'était notre pilier vraiment plus spécifiquement sur la transformation d'IBM en finance, c'est d'avoir une seule source de données, Oui. une source fiable, postée dans une seule et unique application, une plateforme. On avait auparavant donc ces 300 applications à travers le monde qui étaient, donc on allait vraiment chercher la donnée, etc. Là aujourd'hui, tout est disponible à un seul endroit. Et ça, c'est effectivement un gain de temps et un gain de productivité considérable parce que ça permet aux différents analystes financiers de se concentrer vraiment sur de l'analyse, sur de la recommandation. Et on a une bascule d'un rôle qui était vraiment chasser les données, aller récupérer ce qui est pertinent, l'analyser, la retraiter manuellement dans de nombreux cas, à aujourd'hui effectivement une donnée qui est immédiatement disponible, qui est immédiatement visible, souvent présentée de manière beaucoup plus synthétique et intéressante que par le passé. Et donc ça libère énormément de temps. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. On en a d'autres qui sont aussi dans l'analyse de contrats. Oui. Quand on a une opération, par exemple, de fusion, d'acquisition d'une société, auparavant, dans les opérations de due diligence, on avait, je crois que c'est à peu près 8 à 10% des contrats commerciaux Mmh. qui étaient lus pour identifier éventuellement des conditions contractuelles un petit peu tordues et un Mmh. petit peu risquées. Aujourd'hui, avec certains outils comme Watson X Discovery, 100% des Ouais. contrats sont lus en quelques minutes, permettent d'identifier si on a des Analyser, conditions contractuelles un petit peu particulières, etc. Donc toute cette chasse à la donnée, chasse ou lecture de contrats, qui sont des activités qui étaient répétitives et longues, sont aujourd'hui automatisées et changent un petit peu la façon de travailler des collaborateurs, et permettent de se focaliser sur des choses à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Mmh. Je vais rebondir là-dessus en profitant. On a parlé beaucoup de données pour démystifier quelque chose que j'entends souvent. J'ai régulièrement des directeurs financiers qui me disent être intéressés par l'intelligence artificielle, mais dans leur entreprise, la donnée n'est pas propre, la donnée n'est pas Mmh. de qualité, c'est un frein, ils ne peuvent pas se lancer. Il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui pensent la même chose. Euh, Autant rassurer tout le monde, il n'y a aucune entreprise qui a une donnée propre sans avoir un projet pour l'utiliser et l'exploiter C'est pleinement. pas une fin en soi d'avoir des Non, données propres, vous voulez dire? exactement. Personne ne va se lancer dans un projet à grande échelle de nettoyage, de mise en qualité de sa donnée si elle n'a pas en tête un projet. Et du coup, ce n'est pas un frein. Au contraire, l'intelligence artificielle est un moyen de se lancer et d'enfin mettre en qualité sa donnée, d'enfin pouvoir l'exploiter. Mmh. Parce que ça ne se fera pas par magie, hein, je préfère le dire d'entrée. Oui, il y a cette notion que vous mentionniez tous les deux, c'est-à-dire que c'est des projets qui font l'objet d'itérations, qui prennent du temps, y compris le temps de se tromper, d'essayer de nouvelles choses. Donc, c'est aussi des projets au long cours. Il ne faut pas avoir peur de commencer quelque part pour ensuite. Bien sûr. Si je peux me permettre de rebondir justement là-dessus, c'est un point que vous avez mentionné tous les deux sur le fait que ces projets peuvent échouer. Ouais. Là encore, un petit mythe, beaucoup de projets de transformation digitale échouent. Mmh. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Je ne pense pas que les chiffres soient plus grands en matière d'IA. En tous les cas, les derniers rapports EY ne vont pas dans ce sens-là. Mais l'intelligence artificielle a l'avantage de passer par une phase de prototypage qui est assez rapide, qui est assez peu coûteuse, ce qui fait que si on met en place, comme tu le disais, un comité de suivi et qu'on mesure vraiment l'apport de ces cas d'usage, on peut couper à moindre frais, j'ai envie de dire, lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Mmh. On n'est pas obligé de se lancer dans 5 ans de transformation ERP. Oui, puis on parlait du caractère itératif de ces projets-là. Il y a aussi quelque chose, c'est que c'est très évolutif. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir un projet qui démarre et qui, effectivement, part peut-être dans une direction insatisfaisante. Ça ne veut pas forcément dire qu'on arrête tout du jour au lendemain. On peut revenir un petit peu en arrière, faire évoluer un petit peu la solution, revoir un petit peu ses objectifs et prendre un chemin un petit peu différent pour arriver à quelque chose de plus concret et de plus positif. Et je dirais même que
j'ai pas le sentiment, dans les projets, on va dire, plus locaux sur lesquels on a pu travailler, qu'on arrive à une fin et à se dire fin du projet. C'est Ouais. systématiquement aujourd'hui, comme c'est une technologie qui évolue, c'est systématiquement Toujours de nouvelles corrigé, fonctionnalités. amélioré, modifié, etc. C'est un peu de l'amélioration continue. Mmh. Ça fait partie, tout à l'heure, on parlait de culture, ça fait partie de cet état d'esprit. On disait initialement, il y a le besoin de regarder la façon dont on fonctionne pour redesigner les process, mais c'est quelque chose qui est constant en fait. Mmh. Une fois qu'on a abouti et qu'on a délivré une solution, je pense, nous on a un exemple de use case sur la gestion de la trésorerie, Oui. comment on analyse, comment on fait des profils de clients pour connaître un petit peu les caractéristiques de chacun des clients, l'historique de paiement, etc. Par définition, c'est quelque chose qui évolue régulièrement, tous les trimestres, tous les ans. Donc on a besoin constamment de revoir un petit peu notre solution et on n'a jamais ce tampon au final, dire OK, la solution fonctionne. Mmh. On l'a partiellement, mais on doit constamment se remettre en question et continuer de faire évoluer la solution. Mmh. Et par rapport à ce que vous me disiez justement quand vous parliez de culture, les différents usages métiers qui finalement s'additionnent, les petits changements qu'il peut y avoir dans les équipes locales, dans telle verticale ou telle verticale, j'imagine qu'à une échelle un peu plus macro, à une échelle groupe, vous constatez déjà la plus-value de l'IA? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc je disais, de toute façon, effectivement, le projet, globalement, la transformation profonde, qui n'était pas que sur la finance, hein, qui Oui. touchait aussi, effectivement, même nos équipes sales, CRM, etc. Mais globalement, IBM annonce avoir généré de l'ordre de 3,5 milliards d'économies et de productivité depuis début 2023. Donc encore une fois, ce n'est pas spécifiquement sur la finance, ça va toucher toutes les fonctions, sales, ressources humaines, l'ensemble des fonctions support, achat, etc. Mais donc c'est colossal, c'est pas continu, c'est pas terminé, pardon, ça continue. Donc ça permet effectivement de mesurer. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de mesurer les gains qui sont apportés. Alors là, c'est à une échelle très très globale, Mmh. mais c'est ce qui permet à la fois de basculer de cette échelle globale et de dire on a un gain qui est colossal et qui est mesuré financièrement, et de le rattacher à ce qu'on vit quotidiennement quand justement, effectivement, on se dit j'ai tel ou tel outil. Mmh. Auparavant, je mettais 3 heures à chercher mes données, ou comme je le disais, on avait 300 applications, aujourd'hui on n'en a qu'une seule. Donc la réalité est là, hein. Mmh. Clairement, je pense que c'est important de mentionner que la plus-value apportée par l'IA peut prendre plusieurs formes. Mm. On l'a mentionné quand on parlait des collaborateurs, ça peut être un gain de temps qui ne se matérialise pas forcément en euros, si je puis dire. Si on accélère la production du reporting de 90%, ça ne veut pas dire qu'on va se séparer de ses contrôleurs de gestion. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir passer plus de temps à de l'analyse et prendre de meilleures décisions. On a des cas d'usage, je le disais, qui vont être sur la gestion des risques, la mise en conformité. Là encore, c'est assez dur à mesurer de manière quantitative, même si l'apport est évident. Et ensuite, on a les cas d'usage, j'ai envie de dire bottom line, quoi, qui se ressentent vraiment dans les chiffres. Mmh. Avec récemment, chez un client, on a automatisé une partie de la comptabilité fournisseur et on a pu réduire de 28% les coûts liés à cette fonction. Là, ce que tu mentionnais sur l'encours client, c'est quelque chose que j'ai vu aussi justement dans des entreprises et qui permet de réduire d'à peu près 20% les positions à l'extérieur. C'est quand même quelque chose d'assez important. Mais mon conseil, et c'est la tendance, c'est ce qu'on dit, c'est que vraiment, il faut mettre en place un cadre de suivi et d'évaluation des cas d'usage et qui soit adapté à la typologie de cas d'usage. Mmh. C'est pas parce qu'on est dans une technologie innovante qu'il faut qu'on arrête d'être financier, qu'on arrête d'être pragmatique. Il faut continuer de piloter ces projets avec tout le sérieux qui est celui de la fonction finance. Mmh. Mais alors, à ce propos, comment faire en sorte que ces projets qui sont au long cours, qui peuvent être assez nombreux, comment être sûr qu'ils se projettent bien dans l'avenir, qu'ils se pérennisent, comment s'assurer de ça? Bonne question. Je pense qu'il faudrait une boule de cristal. Non, mais sérieusement, on avait effectivement, je pense qu'il y a 5 ans, on aurait du mal à imaginer ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense que bien malin qui peut se projeter dans 5 ans. Il y a une chose qui est certaine, on parlait d'amélioration continue, c'est qu'on ne peut pas négliger ce qui se passe. Mmh. Aujourd'hui, voilà, l'intelligence artificielle est là, elle apporte réellement des gains de productivité, on parlait de gains de temps, etc. Ça, c'est une réalité. On parlait de mesure. Je pense qu'il y a un élément fondamental, c'est d'essayer de mesurer réellement le gain pour valider ou non tel ou tel projet. Mmh. On parlait beaucoup de pilotes, donc il y a cet élément-là. Après, voilà, je pense qu'il faut se lancer. Je pense qu'Emmanuel a plus d'expérience à travers d'autres clients et d'autres perspectives, mais il faut se lancer, il faut voir ce que ça apporte. Encore une fois, il faut accepter de se tromper. On peut se dire aussi on a parlé beaucoup ces dernières années, on en parle encore, donc d'intelligence artificielle. On commence à parler de quantique. Le quantique, l'informatique quantique pourra peut-être permettre d'apporter des capacités de calcul qui vont effectivement, elles aussi, révolutionner, être la future révolution dans les prochaines années.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que on peut pas le négliger Mmh. et qu'il faut tester. J'aime bien l'expression et je la reprendrai. Je n'ai pas de boule de cristal non plus, bien sûr, hein. On est dans de l'hypothétique. Malgré ça, j'ai quand même 2 convictions, et je pense ne pas prendre trop de risques, lorsque je les prononce. La première, tu le disais, c'est que c'est une transformation, vraiment profonde. Mmh. C'est tout le modèle opérationnel de la Mmh. fonction finance qui évolue. Bien sûr, les systèmes d'information, la data, mais les fiches de poste, les organisations, les process, tout se transforme. Et le deuxième élément, c'est que c'est une transformation qui n'attend pas, c'est une transformation qui va vite. Mmh. Je réponds d'une certaine manière à une question que j'entends souvent, que les directeurs financiers me disent, c'est vu que cette technologie n'est pas mature, pourquoi est-ce que j'attendrai pas 2 ans qu'elle le soit pour me lancer et ne pas avoir à déconstruire des choses que j'aurais fait précédemment. Mmh. Alors déjà, je préfère le dire, hein, je pense que dans 2 ans, cette technologie ne sera toujours pas mature. Ça va très vite, ça va aller très loin. Il y a beaucoup de choses. Et surtout, ma réponse, c'est que c'est assez illusoire Mmh. Ouais. de penser pouvoir rattraper en quelques mois, en 1 an, en 1 an et demi, un retard accumulé sur plusieurs années, alors qu'on a eu de cesse de le répéter. On parle d'une transformation culturelle, d'une transformation sur la donnée, d'une transformation technologique. Ça va très vite. Alors lancez-vous, messieurs, parce que, ou mesdames d'ailleurs, parce que l'IA n'attendra pas. Mmh. Effectivement. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes vos réponses. Merci beaucoup. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain webcast. Au revoir.